Je reconnais maintenant le député de Gaspé, ministre délégué aux régions. Bonjour, Madame la Présidente. Félicitations pour votre nomination. Écoutez, c'est la première fois que je prends la parole, donc vous me pardonnerez si je fais quelques erreurs. On appelle ça les erreurs de débutants. Ça me fait plaisir d'abord de vous parler un petit peu de mon comté, le comté de Gaspé. Un grand comté qui a été remodelé suite à la dernière carte électorale. Donc, le comté de Gaspé compte environ 350 km linéaires, donc 700 km aller-retour, sans aucun arrêt encore. Donc, c'est un des comtés qui a été redécoupé suite à la nouvelle carte. Ça comprend 3 MRC, la MRC de la Haute-Gaspésie, le secteur de Sainte-Anne-des-Monts, la MRC de la Côte de Gaspé, la région de Gaspé, et une partie de la MRC du Rocher-Percé. C'est un grand comté avec un potentiel touristique, je pense que reconnu. 3 parcs nationaux, le parc de la Gaspésie, le parc du Rocher-Percé et l'île Bonaventure, et le parc Forillon, qui est de juridiction fédérale. Donc, un comté dont l'économie est basée beaucoup sur l'exploitation des ressources naturelles, le tourisme et aussi beaucoup d'activités de plus en plus qui se développent au niveau de la forêt. Une forêt qui a besoin d'être diversifiée et d'être revalorisée suite à la crise forestière qu'on a subie dans les dernières années, tout comme dans l'ensemble du Québec. J'aimerais vous parler aussi un petit peu de mes motivations qui m'ont amené à me présenter en politique. Je considère que c'est important peut-être de prendre quelques instants pour partager ça avec vous. D'ailleurs, il y a d'autres députés qui l'ont fait, puis je trouve ça intéressant. Écoutez, c'était une décision qui a été prise vraiment tardive. Ça a été pris dans le courant de l'été, même si depuis l'hiver, il y avait des discussions. Mais c'était une grande décision à prendre parce que j'avais quand même un travail intéressant dans ma région. Je pouvais participer quand même très activement au développement social et économique de ma région. Puis, on est quand même à 700 km de Québec, donc avec une famille, tout ça, c'est des décisions qui sont quand même importantes. Puis, comme je disais tantôt à des confrères et consoeurs ici, une de mes motivations sincères, c'est vraiment d'aider ma région, d'aider au développement économique de ma région, de mon comté et de l'ensemble du Québec. Mais aussi, là, très sincèrement, de tenter d'améliorer peut-être l'image de la politique et de nos politiciens et politiciennes. Puis je dis ça en toute modestie parce que le seul vœu ou le seul engagement que je prends, c'est de faire mon gros possible pour tenter de répondre aux attentes, aux nouvelles attentes et aux nouvelles exigences de notre population. Pendant la campagne, beaucoup de personnes m'ont interpellé en me disant, bon, on espère, M. Lelièvre, ou on espère Gaétan, que vous allez faire un effort pour améliorer l'image de la politique, l'image des politiciens et des politiciennes. Puis on sent que dans la population, je pense qu'on a mis la barre assez haute. Puis en tout cas, moi je sens une pression, puis il y en a d'autres confrères, consoeurs qui la partagent, je suis convaincu, à l'effet que notre population est en droit de s'attendre à un comportement de plus en plus exemplaire. On n'est pas des saints, mais on est, je pense, des hommes et des femmes qui avons des responsabilités. Nous sommes 124 à la gouverne de notre province, de notre Québec. Puis c'est tout un défi, c'est toute une responsabilité. Il y a une population qui nous a fait confiance. Puis si on veut redonner ces lettres de noblesse à la politique, je crois qu'il faut être conscient de cet enjeu. Tantôt, quelqu'un disait on a 76 % de taux de participation aux dernières élections. Ben oui, bravo, parce que comparativement à 2008, c'est presque une augmentation du tiers. Moi, je pense que les gens nous ont peut-être donné une dernière chance. Il faut la prendre au sérieux. Les jeunes aussi, pour différentes raisons. Chacun a son idée, mais il reste que les jeunes se sont manifestés. Puis ça, pour moi, c'est un signe d'espoir, puis c'est un signe intéressant. Puis en passant, je disais à Léo, je disais aux députés de Notre-Dame de... Merci. Lors de ma première rencontre, que c'est pour moi, quand ce député-là a décidé de faire le saut, c'était un bon signal. Puis c'est un des éléments qui a fait que je me suis dit, bon, s'il y a des jeunes qui décident de s'impliquer, malgré tout la turbulence et tous les défis qu'on a à relever, ben, il faudrait peut-être que des gens un peu plus âgés comme moi aussi fassent leur bout. Donc, c'est un des éléments, la jeunesse, là, qui m'anime beaucoup. Puis, d'ailleurs, dans mon comté, j'ai pris l'engagement de créer un conseil des jeunes pour me conseiller, me supporter dans mes décisions dans ce grand comté-là. Puis un conseil, non pas un conseil des jeunes du Parti québécois, mais un conseil des jeunes de toute allégeance politique. Le seul critère, c'est d'être jeune. Puis encore là, on n'a pas défini trop l'âge maximum parce qu'on on est prêt à faire de la souplesse, faire preuve de modulation. Mais le critère, c'est de vouloir vraiment s'impliquer dans le développement social, économique, communautaire du comté. Donc, c'est un engagement que j'ai pris, puis je m'affaire à le réaliser avec mon équipe dans le comté.
En parlant d'équipe, plusieurs personnes ont eu la bonne idée de remercier ces gens-là qui ont travaillé très fort durant la campagne. Fait que je profite aussi de l'occasion pour remercier les gens qui m'ont accompagné pendant la campagne, les gens qui travaillent dans le comté, qui travaillent très fort, souvent dans l'ombre, puis ce qui nous permet, nous, d'être ici davantage à Québec que dans le comté. Donc, ces gens-là travaillent très fort, avec loyauté, avec beaucoup de détermination pour aider la région. Puis, je tiens à saluer le travail qu'ils font. C'est un travail qui est très important. Puis, sans leur collaboration, ce serait impossible pratiquement pour nous d'être ici à Québec, puis vaquer à nos occupations de députés ou de ministres délégués. Je tiens à remercier aussi ma famille, ma conjointe, mes 2 garçons qui aussi m'ont encouragé à faire le saut, puis m'ont appuyé durant la campagne, puis qui m'appuient après quelques mois au niveau de mes nouvelles fonctions de député. Ça, c'est vraiment un travail exigeant, surtout en région. Donc, beaucoup d'absence du comté, de la famille, donc ça prend le support de nos proches, sinon c'est une tâche qui devient très difficile. J'aimerais vous parler également un petit peu des défis qui nous attendent dans notre comté. On a 2 dossiers nationaux qui sont, je dirais, qui vont transiger beaucoup par la région de la Gaspésie-les-Îles. On a le dossier, entre autres, au niveau comme ministre délégué à la région, notre première ministre m'a confirmé dans mes fonctions de ministre responsable de la politique nationale de la ruralité. Donc, c'est un dossier qui est à sa 10e année. Et notre mandat, c'est de revoir la politique nationale qui va venir à échéance le 31 mars 2014. Donc, présentement, le processus est amorcé. On veut revoir cette politique-là. C'est une politique qui est très bien accueillie dans les régions. On a eu vendredi passé une rencontre nationale, ce qu'on appelle la Journée nationale de la ruralité. Puis on a eu l'occasion d'échanger avec un peu plus de 200 personnes ici à Québec sur leurs attentes, leur vision de cette nouvelle politique-là. Puis je disais aux gens qui étaient présents, c'est rare qu'on dit qu'un dossier peut faire l'unanimité, mais je pense que la politique nationale de la ruralité répond à un besoin dans l'ensemble des régions. Ça nous permet d'investir, la dernière version nous a permis d'investir tout près de 280 millions de dollars quand même dans le développement des régions. C'est tout près de 95 MRC qui bénéficient de cette mesure-là. Puis, ça permet finalement au MRC de soutenir, d'animer le milieu via des agents ruraux, mais aussi de soutenir financièrement des projets au niveau social, économique et même communautaire. Donc, notre mandat, c'est de revoir le contenu de cette politique-là pour l'actualiser. C'est une politique qui va avoir 7 ans, donc en 2014. Donc, on sait que tout va vite présentement dans les régions, dans le développement, dans notre Québec. Donc, après 7 ans, je crois que le temps est venu de revoir le contenu de la PNR 3, ce qu'on appelle dans notre jargon. Puis, avec l'aide d'un comité des partenaires qui est composé de la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec, Solidarité rurale, et également l'Association des CLD du Québec. Avec ces 4 partenaires, on va tenter de reviser puis d'adapter les attentes ou d'adapter la nouvelle politique nationale de la ruralité aux nouvelles attentes des communautés. C'est tout un défi parce que après 7 ans et une première PNR qui avait duré 5 ans, donc après 12 ans, c'est sûr que les attentes sont de plus en plus élevées. Ce qu'on vise, c'est de maintenir l'aide au MRC, maintenir les ressources professionnelles pour soutenir les acteurs du milieu, mais on vise à faire transcender la politique nationale de la ruralité dans l'ensemble de l'appareil gouvernemental, dans l'ensemble des ministères. On croit qu'après 12 ans, la politique nationale de la ruralité n'est plus seulement que l'affaire du ministère des Affaires municipales, mais si on veut vraiment occuper dignement notre territoire, nos régions, on doit associer l'ensemble de l'appareil gouvernemental à la démarche. Donc, d'emblée, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation sont des partenaires qui ont été identifiés pour être des porteurs aussi de la politique nationale de la ruralité. Puis, au moment où on se parle, les signaux qu'on reçoit de ces 2 ministères-là, de ces 2 secteurs-là sont positifs. Donc, on aimerait créer des alliances, que le monde municipal, le monde de la santé, le monde de l'éducation puissent travailler davantage de concert, en concertation, en complémentarité, puis partager les ressources. Pourquoi est-ce que, par exemple, un parc municipal ne pourra pas servir à des fins éducatives? Pourquoi est-ce qu'un service, par exemple, le service de paye d'un hôpital, d'un CE3S, ne servira pas à la commission scolaire ou à la municipalité?
En bout de ligne, souvent, chaque organisation est équipée en double, en triple, puis c'est des coûts qu'on doit supporter, soit au niveau national ou soit au niveau local ou régional. Donc, cette ouverture-là, c'est ce qu'on veut ce qu'on veut propager dans le contenu de la nouvelle politique, puis on va travailler fort d'ici, on a 1 an pour livrer le contenu de la nouvelle politique. Puis, c'est dans cette optique-là, donc, d'élargir, d'avoir une vision plus intersectorielle qu'on veut conduire nos travaux. J'ai également comme responsabilité, comme ministre régional de la Gaspésie, d'assumer la vice-présidence du comité ministériel sur le développement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. C'est un des 2 comités que la première ministre a mis de l'avant. On a un comité interministériel pour la région métropolitaine et un second comité pour la région de la Gaspésie et des Îles. Ce comité-là a été créé il y a quelques semaines par décret. Puis, les ministères qui le composent sont le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le ministère du Tourisme, le ministère la ministre déléguée à la politique industrielle et à la Banque de développement économique qui siège également, ainsi que le ministère des Ressources naturelles. Moi, j'assume la vice-présidence et la présidente et la première ministre. Donc, c'est un mandat qui est très, très large. On a comme mandat principal d'élaborer un plan de développement de la région Gaspésie-les-Îles, puis de procéder à la diversification et au développement de l'économie de la région. Le mandat est de taille. Vous le savez, il y a déjà eu un premier plan de relance qui a été mis sur pied 99-2001 par le gouvernement du Parti québécois également. Ça a porté des fruits, mais après un peu plus d'une dizaine d'années, la région est due pour un deuxième souffle, une démonstration d'appui de la part du gouvernement. Puis, même s'il y a eu beaucoup de belles retombées dans le plan de relance, la région a quand même encore besoin d'un coup de main. Puis, on espère que les travaux du comité interministériel vont nous aider à maximiser le développement de notre territoire. Parmi les enjeux qui attendent la région Gaspésie-les-Îles, qui vont sûrement faire l'objet d'interventions de la part du comité, on parle c'est sûr qu'on ne pourra pas contourner, on ne pourra pas éviter la question des infrastructures. Les infrastructures de transport, notamment au niveau aérien, au niveau ferroviaire, au niveau terrestre et maritime. En résumé, ce qui caractérise l'ensemble des modes de transport, c'est que la région, comme la Gaspésie-les-Îles, comme beaucoup d'autres régions, a subi au cours des dernières décennies un certain abandon de la part notamment du gouvernement fédéral au niveau des transports et à certains égards au niveau de la province également. Pour vous donner une idée présentement du défi qui nous attend, l'aéroport de Gaspé, qui dessert l'ensemble du Québec et qui est le principal aéroport régional, on a un service assumé par un seul transporteur, puis présentement, un billet d'avion aller-retour Gaspé-Québec, 1 600 $. Puis ça, c'est un prix environ pour une semaine de réservation. Là. Si on réserve entre 7 et 10 jours, on peut aller autour de 1 000 à 1 200 $. Donc, c'est vraiment un problème important qu'on doit régler parce qu'aujourd'hui, les transports, c'est de plus en plus important quand on sait l'importance du temps. Donc, en termes de conditions de base au développement, le transport doit être revu. Le ferroviaire, c'est la même chose. En 1996, le CN, le Canadien national, a abandonné le chemin de fer. Les 3 MRC de la Côte-Sud ont acheté le rail et s'efforcent de le maintenir, mais c'est très difficile parce que l'État du rail demande des investissements majeurs. Puis, même si on a réussi, la communauté qui a acquis le réseau, même si on a réussi à rentabiliser les opérations, au niveau des investissements en immobilisation, c'est impossible de demander au milieu de supporter ces efforts-là. Donc, il y a des investissements majeurs également. On va avoir des choix à faire. C'est sûr que les coûts reliés à ces investissements-là sont majeurs. La région va devoir faire des choix. Puis, on espère que le comité ministériel va nous supporter dans ces choix-là. Puis, c'est sûr qu'il va y avoir des recommandations qui vont être apportées ici au gouvernement. Au niveau du tourisme, c'est également un créneau qui est très, très important. Le tourisme se porte bien en Gaspésie, de mieux en mieux, notamment un nouveau créneau qui s'est développé, c'est tout le volet des croisières internationales. Le développement des croisières internationales dans l'Est du Canada est vraiment de plus en plus populaire. La région de la Gaspésie avait, bon an, 10 à 15 000 visiteurs croisiéristes par année depuis les 7-8 dernières années. Cette année, on a eu 48 000 visiteurs. On a triplé l'offre. Donc, une vingtaine de bateaux sont arrêtés à Gaspé. Des retombées économiques très importantes. Puis, à ce niveau-là,
C'est une condition, je pense, gagnante sur laquelle on peut miser. Les pronostics, les prévisions de développement de cette clientèle-là sont très bonnes pour les prochaines années. Donc, c'est un des créneaux où la région investit beaucoup. Puis, à ce niveau-là, quand je disais tantôt qu'on doit tenter de redorer l'image des politiciens, puis je pense faire preuve de plus d'objectivité dans nos propos, je vais prêcher par l'exemple en remerciant sincèrement la députée de La Porte, qui était l'ex-ministre du Tourisme, qui nous a donné un coup de main énorme, qui a cru beaucoup au tourisme en Gaspésie et qui, au niveau des croisières internationales, a été une très, très bonne ambassadrice. Puis je lui ai dit personnellement, dans mon autre vie, quand j'ai été impliqué dans le développement, puis je tiens à le redire ici en cette salle, en cette assemblée, je crois que c'est important. Quand ça a des bons coups, il faut se le dire aussi. C'est ça que les gens entendent de nous, je crois. On va tenter de développer ce réflexe-là. Au niveau des ressources naturelles, des enjeux majeurs aussi dans mon comté, le pétrole. Le pétrole, on parle beaucoup du gaz de schiste, mais nous, en Gaspésie, c'est le pétrole de schiste qui nous préoccupe. Donc, le pétrole, ça se passe en Gaspésie. C'est un enjeu qui est majeur. On sait que la province, que notre Québec a besoin de revenus nouveaux. Donc, est-ce qu'on peut se passer de ce mode, de ce potentiel de revenus pour nous aider à financer nos services sociaux, l'ensemble de nos dépenses qui augmentent de plus en plus? C'est une des questions qu'on peut se poser. Mais en même temps, ce que ma région, ce que les citoyens et citoyennes de Gaspé et de la Gaspésie me transmettent comme préoccupation, c'est oui, la transformation ou à l'exploitation du pétrole, mais pas n'importe comment. Ça doit se faire dans le respect des communautés. À titre d'exemple, on a un puits, le puits Aldeman, qui fait beaucoup la manchette, exploité par la compagnie Petrolia, est présentement à 3 km du centre-ville de Gaspé, à moins de 500 mètres de certaines résidences. Donc, ça nous amène à nous questionner. C'est un enjeu majeur pour mon comté. Puis, d'ailleurs, durant la campagne, ça a été le sujet qui est revenu de façon assidue. On a également, dans le secteur de Murdochville, des potentiels au niveau gazier, au niveau pétrolier aussi. Puis, bien sûr, tout le golfe Saint-Laurent, qui regorge de potentiel, et notre voisin. La péninsule de Gaspé est quand même là, le point le plus rapproché du secteur visé par l'industrie pétrolière dans le golfe Saint-Laurent. Donc, des enjeux importants. Du côté minier, beaucoup de projets aussi sur la table, des projets majeurs. Encore là, c'est des belles perspectives d'emploi, mais encore là, on doit être prudent quant à nos modèles de développement. La ville de Murdochville, que tout le monde connaît, une ville vraiment mono-industrielle, une des rares qui reste au Québec, se questionne sur son avenir. Après 10 ans de fermeture de la mine Extrata, une ville qui a beaucoup de difficultés à maintenir ses services de base pour assurer une qualité de vie minimale à sa communauté. Donc, c'est un dossier qui, dans le cadre du plan de développement de la Gaspésie, va sûrement retenir notre intérêt. Au niveau forêt, j'en ai parlé un peu tantôt. Bon, la pêche, comment oublier la pêche? La pêche, la mariculture, je pense que la Gaspésie est la capitale probablement au Québec des pêches et de la mariculture. Donc, un beau potentiel, on vit un beau progrès, une belle progression de l'économie reliée à la pêche et à l'aquaculture, la mariculture, beaucoup de nouveaux produits. La semaine dernière, on annonçait une contribution financière pour un projet de développement du concombre de mer qui va être exporté en Asie. Beaucoup de projets novateurs. Les gens de la pêche, contrairement à ce qu'on a entendu beaucoup durant ma campagne, les gens de la pêche me disaient, bon, M. Lelièvre, nous, ça va bien, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ils me disaient, ça va bien, continuez à nous soutenir, puis on a pris le vent de la diversification, on extensionne notre saison de pêche, on entendait beaucoup parler du mythe là, des 14 semaines. Présentement, en Gaspésie, je peux vous dire que dans la plupart des usines, on réussit à atteindre 30, 35 et même 40 semaines d'opération. Donc, c'est quand même très intéressant. Puis les gens de la pêche ont pris le défi. On va y ramener à l'ordre. Donc, les pêches, ça va bien. Ça va bien. Finalement, un dernier élément, non pas le moindre, mais peut-être un plus récent, toute la question de l'éolien. Toute la question de l'éolien, qui est un des créneaux d'excellence qui a été développé justement par le premier plan de relance du gouvernement du Québec en 2001. L'industrie éolienne a fait beaucoup de bien à l'économie de la Gaspésie, plusieurs usines, entre autres la seule usine de pales au Canada est à Gaspé, 300 emplois. Donc, ça fait beaucoup de bien à l'économie de la région. New Richmond aussi a une usine de composantes Matane, qui fait partie non pas de la région administrative de la Gaspésie, mais de la région désignée au niveau de l'éolien, notre voisine, aussi, une belle usine de construction de composantes. Donc, l'éolien a fait du bien. Par contre, on a un défi. On a à peu près 2 ans présentement où, s'il n'y a pas de lancement de projets
très, très rapidement. On parle d'un 700 mégawatts, entre autres. C'est une expression que vous allez entendre beaucoup. Un 700 mégawatts orphelin. C'est 700 mégawatts qui a été lancé en appel d'offres par Hydro-Québec et aucun constructeur nomisé n'a remporté le contrat. Donc, ces 700 mégawatts-là, n'ayant pas preneur, l'économie reliée à l'industrie éolienne risque d'avoir un vide à un moment donné d'ici 2 ans. Donc, si on ne réussit pas à lancer ces projets-là très rapidement, on aurait des usines qui, dans la région Gaspésie, totalisent plusieurs centaines d'emplois qui pourraient, pendant 1 an et demi à 2 ans, avoir aucun carnet de commandes. Donc, ça, c'est une préoccupation qui est très importante. Puis, on va faire très rapidement pour essayer de régler ce problème-là, parce que c'est vraiment un enjeu. 7 à 800 emplois dans la Gaspésie, on ne peut pas se permettre de perdre ça. C'est énorme. Donc, ça fait à peu près le tour. Je vous remercie de votre patience. Bravo.